Bonjour à tous et merci à l'Institut du risque et compliance de m'offrir l'opportunité d'être avec vous pour cette conférence autour de DORA ce matin. Je suis Jean-Christophe Gaillard, je suis le fondateur du cabinet Coris Partners, qui est une structure de conseil en management et en leadership basée à Londres que j'ai établie sous sa forme actuelle en 2011 et qui se spécialise dans l'accompagnement des grands groupes autour des problématiques de stratégie, d'organisation et de gouvernance de la cybersécurité. Auparavant, j'ai été pendant une dizaine d'années le Chief Security Officer pour toutes les activités internationales du groupe néerlandais Rabobank. Voilà pour mon profil. Merci donc à nouveau à l'Institut du risque et compliance, à Michael et Laure Mazzolini de m'offrir l'opportunité d'ouvrir cette matinée. On va commencer par placer les problématiques cyber et digitales dans un contexte un peu plus large, avant de rentrer avec Thomas Hutin dans les détails et les spécificités liées à DORA. Donc, c'est à moi que revient la charge d'ouvrir la matinée. Comment intégrer les enjeux digitaux, cyber et résilience dans un modèle de reporting structuré? Voilà le titre de cette première présentation. Et je crois que pour moi, le plus important, c'est vraiment de repartir de la base, de se dire qu'il y a fondamentalement rien de très nouveau derrière les enjeux cyber et digitaux, et que ce sont des problématiques qu'il faut traiter en se rattachant à des concepts établis qui sont au cœur des bonnes pratiques, en fait au cœur de vos pratiques actuelles de gestion du risque et de la conformité. Il faut les approcher de façon structurée, il faut travailler à l'articulation entre les menaces, les scénarios de risque, les mesures de protection et la fonction de contrôle. C'est l'essentiel de ce dont je vais vous parler durant cette première présentation. Restez sur des bases simples, ne vous laissez pas emporter par les discours des technologistes qui ont très souvent la tendance à complexifier et à ramener les problématiques cyber et digitales à leur seule dimension technologique. Ce n'est pas le cas, ce sont des problématiques qui ont une véritable dimension transverse dans la complexité de l'entreprise. Et ce sont ces aspects-là qu'il vous faut capturer pour bien être en mesure de gérer à la fois le risque et la conformité. Donc, repartir des menaces pour commencer via une analyse structurée. Quels sont les agents qui peuvent chercher à vous nuire? Quelles sont leurs motivations, leur degré de sophistication, les moyens d'attaque qu'ils peuvent employer, les vecteurs d'attaque qu'ils peuvent employer pour chercher à vous nuire? Il faut recommencer par cet aspect de base, il faut démarrer de là. Chaque secteur industriel est différent, dans une grande mesure, chaque entreprise est différente et il est absolument essentiel de bien ancrer toute votre démarche dans une analyse structurée de la menace et de la menace auquel votre business fait face. C'est absolument essentiel. Il y a diverses méthodologies que vous pouvez utiliser. En France, on aime beaucoup la méthode EBIOS, mais il y en a d'autres. Mais l'essentiel, de mon point de vue, c'est de bien repartir de cette base, repartir de la base d'une analyse structurée de la menace. Sur la base de cette analyse structurée de la menace, vous allez pouvoir établir des scénarios de risque technologique. Et je préfère parler de scénarios de risque. Je peux parler tout le matin, si vous voulez, entre la différence entre la gestion du risque avec un R majuscule et la gestion des risques avec un R minuscule. La langue française nous offre le luxe d'appréhender les deux problématiques de façon différente, la langue anglaise un peu moins. Là, je vais vous parler de scénarios de risque et de scénarios de risque technologique beaucoup durant le reste de cette présentation, parce que je crois que c'est important d'ancrer le langage autour de tous ces sujets dans la dimension du réel, dans la dimension du concret. Bien souvent, lorsqu'on parle de risque, on parle de choses qui peuvent arriver ou pas, on parle de choses qu'on peut transférer, qu'on peut gérer de diverses manières. La menace, elle est réelle, elle peut vous causer des dommages qui sont réels, et il est absolument essentiel, de mon point de vue, d'ancrer tout le langage autour de ça le plus possible dans le réel. Donc, je vais beaucoup vous parler de scénarios de risque et de scénarios de risque technologique plutôt que d'utiliser purement le mot risque seul. Une fois que vous savez, que vous avez établi les scénarios de risque face auxquels vous devez vous protéger, comment allez-vous vous protéger? Quelles sont les mesures de protection qu'il vous faut mettre en place pour vous protéger de ces scénarios? Quelles sont les mesures de protection que vous avez réellement en place pour vous protéger face à ces scénarios? Je crois que c'est la clé pour bien arriver à une appréciation
structurer et mesurer du risque, cette fois avec un R majuscule que vous portez autour de ces scénarios de risque. Il vous faut comprendre comment vous vous protégez et relier ces scénarios de risque aux mesures de protection que vous allez mettre en place pour vous protéger. Le contrôle, ensuite, vient assurer aux dirigeants que le business est bien protégé ou pas. Et là, on va retomber, à mon avis, sur des scénarios et des méthodes de travail, en fait, qui doivent être au cœur de ce que vous faites déjà au jour le jour. Donc, la présentation va s'orienter essentiellement sur comment ces différents concepts s'articulent et comment on peut les faire fonctionner ensemble pour arriver à une appréciation quantitative et mesurée du risque que vous portez. Donc, page blanche, on va commencer à mettre en place les différentes briques de base, si vous voulez, de ce puzzle. Comme je vous le disais, pour moi, le point de départ, c'est une analyse structurée des menaces auxquelles votre business fait face. J'ai gardé cette slide en anglais, essentiellement parce que lorsqu'on a préparé cette session avec Laure Mazzolini, Thomas Hutin et l'équipe IRC, on s'est rendu compte qu'en fait, la traduction n'était pas évidente. Comment on traduit compliance? Est-ce que c'est conformité? Est-ce que c'est autre chose? En fait, l'Institut du risque et compliance lui-même a décidé de conserver des termes en anglais dans son nom, en fait. Donc, j'ai laissé la slide en anglais. Je vous laisserai à chacun mettre les mots français qui vont bien dans le contexte de votre pratique à vous. Mais j'ai préféré m'en tenir à la slide d'origine anglaise plutôt que de m'embarquer dans une traduction qui aurait plus ou moins fonctionné pour certains d'entre vous. Donc, le point de départ, une analyse structurée des menaces auxquelles votre business est confronté et bien sûr une compréhension du cadre réglementaire auquel vous avez à faire face. De cette analyse structurée des menaces, comme on vient de le dire, vous dérivez des scénarios de risque technologique qui sont en fait la traduction de ces menaces dans le contexte de l'environnement technologique dans lequel votre business opère. À partir de là, vous avez deux grands cadres de travail en fait à mettre en place. Un cadre technologique, un cadre de politique technologique qui va vivre essentiellement dans l'univers du DSI et qui va documenter comment vous allez protéger votre environnement technologique, et puis un cadre de contrôle plus général, assez classiquement organisé autour des concepts de gouvernance de risque et de compliance. Là, on doit retomber sur des structures qui sont au cœur de ce que vous faites tous les jours. Les scénarios de risque technologique, vous les placez dans un registre de scénarios de risque. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis un peu hésitant à parler de registre des risques. Je préfère parler de registre des scénarios. Je pense que le terme de scénario est plus ancré dans le réel, comme je le disais tout à l'heure, et plus à même à faciliter une articulation cohérente de tous ces aspects. Du point de vue du cadre technologique, vous allez articuler en fonction des scénarios de risque technologique et en fonction de vos obligations réglementaires, un certain nombre de politiques, de procédures et de standards qui, de fait, vont documenter ce que vous voulez mettre en place pour vous protéger contre ces scénarios de risque et pour assurer vos obligations réglementaires. Le plus important pour moi dans cette partie, c'est de bien comprendre que cette structure de politique, de procédure et de standard, elle doit impérativement comporter une définition claire des rôles et des responsabilités de tous les intervenants. Vous pouvez utiliser un modèle RACI, vous pouvez utiliser d'autres types de modélisation, mais la clé, c'est essentiellement que la documentation des rôles et des responsabilités de chacun soit clairement établie dans votre structure de politique, de procédure et de standard. Vos politiques et vos procédures et vos standards, elles ne peuvent pas juste être constituées autour d'une énumération de choses qu'il faut faire. Il faut également dire qui doit les faire, quand et comment. Il faut également documenter comment ces différents
ces différents éléments de documentation vont vivre, comment ils vont être mis à jour, à quelle fréquence, par qui, comment toutes les formes d'exception vont être gérées et qui est autorisé de fait à faire ou à faire ou à autoriser des exceptions. Toutes ces choses-là, il faut les documenter de façon structurée et claire. Je crois que c'est l'une des clés de voûte centrales de cette partie, si vous voulez, de la méthodologie. À partir de là, il vous faut rajouter dans cette partie-là de la méthodologie, à nouveau, une dimension de communication, de sensibilisation et de formation. C'est absolument essentiel qu'ayant déterminé dans votre cadre de politique de procédure et de standard les rôles et responsabilités de chacun, vous accompagnez vos collaborateurs dans la mise en œuvre en fait de toutes ces choses-là. Et c'est ce contexte qui va effectivement amener à l'exécution du contenu de vos politiques, de vos procédures et de vos standards. Et c'est l'exécution, la mise en œuvre de ces choses qui protège l'entreprise. Il faut revenir à des concepts de base de ce type. Ce n'est pas le fait d'avoir une collection de politiques, de procédures et de standards dans un tiroir qui va vous protéger. C'est de les mettre en œuvre dans la vraie vie de l'entreprise. Et c'est la réelle mise en œuvre de ces choses qui protège l'entreprise contre les scénarios de risque qui, hélas, sont bien réels et liés à des menaces bien réelles auxquelles l'entreprise fait face. Donc, encore une fois, très important de rattacher toutes ces choses-là au langage du réel et à la réalité de l'action. C'est la mise en place de mesures de protection qui protègent l'entreprise. À partir de là, si on rebascule sur le versant contrôle de cette page, bon, ben, du registre des risques technologiques, vous dérivez un plan de contrôle qui, de fait, vérifie l'exécution du contenu des politiques, procédures et standards qui sont sur l'autre partie de la page. Là, on est dans quelque chose à nouveau de relativement standard en termes de contrôle permanent. Vous allez procéder par échantillonnage plus ou moins poussé en fonction des ressources que vous aurez à consacrer à votre fonction de contrôle, mais essentiellement, là, on revient dans quelque chose qui doit être extrêmement commun au sein de vos pratiques. Ce qui est essentiel pour moi, pour bien articuler ces choses entre elles, c'est que le contenu de vos politiques, de vos procédures et de vos standards soit mappé au scénario de risque. C'est-à-dire que vous soyez en mesure de déterminer comment chaque élément de contenu dans vos politiques, vos procédures et vos standards protège contre quel scénario de risque. C'est l'une des articulations essentielles de ce modèle. Si vous savez faire ça, en déroulant votre plan de contrôle, vous allez être en mesure, par votre modèle de reporting, de documenter comment l'entreprise est protégée contre les différents scénarios de risque et vous allez arriver à représenter ce niveau de protection sous une forme de matrice de protection ou de matrice de risque. On va voir des exemples par la suite. Donc, encore une fois, la clé de voûte de tout ça, c'est ce mapping du contenu de vos politiques, de vos procédures et de vos standards avec vos scénarios de risque et le lien entre le plan de contrôle et les scénarios de risque eux-mêmes. Si vous arrivez à faire ça, vous allez arriver à établir un modèle de reporting cohérent qui va vous permettre d'informer réellement votre business sur le niveau de risque technologique qu'il porte. Et à partir de là, vous pouvez intégrer ça avec vos pratiques de gestion du risque au niveau de l'entreprise. Et vous allez être en mesure à partir de là, de revenir vers votre business avec une appréciation du risque que le business porte en fonction des menaces auxquelles il est confronté. Donc voilà le modèle général. Et je vais revenir sur les 3 articulations clés dont j'ai parlé jusque-là et qui, à mon avis, sont la base et ce qui fait tenir le truc ensemble, si vous voulez. Premièrement, en haut, le lien entre vos politiques, vos procédures et vos standards
et les scénarios de risque technologique et le cadre réglementaire. Donc, vos politiques, vos procédures et vos standards ne peuvent pas être simplement tirés des bonnes pratiques. Ils ne peuvent pas être écrits au fil de l'eau. Ils doivent être liés aux scénarios de risque auxquels votre business fait face, qui eux-mêmes sont dérivés des menaces auxquelles votre business fait face. Et vos politiques, vos procédures et vos standards doivent bien entendu intégrer également vos obligations réglementaires. C'est la première articulation clé de ce modèle. La deuxième articulation clé, et j'en ai pas mal parlé juste avant, c'est ce mapping entre le contenu spécifique de vos politiques, vos procédures et vos standards et les scénarios de risque. Être en mesure de dire telle mesure me protège contre tel scénario. Alors évidemment, il n'y aura pas de mapping univoque, hein. Vous allez avoir beaucoup de mesures qui vous protègent contre beaucoup de scénarios, mais ce mapping malgré tout est essentiel parce qu'il permet par la suite le déroulé du plan de contrôle de réellement mesurer le niveau de protection que vous avez face à ces scénarios de risque, à condition bien entendu, c'est la troisième articulation, que le plan de contrôle lui-même ait été dérivé du registre des scénarios de risque. Donc voilà les trois articulations clés. Si vous arrivez à mettre ça en place, vous allez arriver à mettre en place une forme de reporting intégré par rapport à au niveau de risque technologique que porte votre business. Ça peut paraître complexe, mais c'est de fait la seule façon d'arriver à quelque chose de réellement intégré. En pratique, je pense qu'on sera à peu près tous d'accord, j'imagine, dans la salle pour dire que bien souvent, ces choses-là opèrent en silo. Que les scénarios de risque sont déterminés d'un côté, les politiques, les procédures et les standards d'un autre, et le plan de contrôle, en général, également à part des deux autres. Ça, c'est une façon de fonctionner qui crée des problèmes. En fait, la clé derrière tout ça, elle est la clé du bon fonctionnement de tout ce modèle, elle est dans les valeurs que vous avez besoin de développer pour que les différents acteurs travaillent ensemble. La première valeur clé pour moi, c'est une valeur de transparence, que chacun soit bien en mesure de comprendre quelles sont ses obligations et comment le cadre de contrôle va fonctionner. La transparence crée de la confiance développe la collaboration entre les acteurs. Vous pouvez quasiment prendre ces trois aspects-là et les inverser par rapport à ce qu'on disait juste avant. Si vos scénarios de risque, votre cadre de politique, de procédure et de standard et votre plan de contrôle ont été développés en silo, ont été développés indépendamment, vous arrivez vite à créer une situation où l'absence de transparence tue la confiance et l'absence de confiance tue la collaboration. Les barrières se lèvent et ça devient très difficile à chaque acteur de travailler efficacement avec les autres. Donc la clé, c'est vraiment la transparence, que chaque acteur dans cet univers, si vous voulez, du risque et du contrôle, sache ce qui va lui arriver, sache comment l'ensemble fonctionne et qu'à partir de là, ce soit un climat de confiance qui s'établisse entre les acteurs et un climat de confiance dans lequel les acteurs vont collaborer pour permettre à l'entreprise en général de bien de mesurer optimalement le réel niveau de risque technologique qu'elle porte. Donc voilà l'ensemble du modèle que je voulais vous présenter aujourd'hui. On va continuer à rentrer un petit peu plus dans le détail avec quelques exemples, si vous voulez, pour également vous montrer comment le reporting peut fonctionner et comment, si vous arrivez à relier tous ces aspects-là entre eux, vous allez pouvoir mettre en place une forme de reporting intégré. Donc, revenons un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure en termes de matrice de protection. Puisque vos mesures, si vous arrivez à mapper les mesures de protection qui sont dans vos politiques, vos procédures et vos standards au scénario de risque technologique que vous portez, alors l'exécution de votre plan de contrôle, lui-même lié au scénario de risque, va vous permettre de mesurer réellement le niveau de protection. Si vous groupez vos mesures de protection dans les politiques, les procédures et les standards, si vous les groupez en fonction de leur nature, préventative ou mitigative, pour employer un peu de franglais,
C'est-à-dire, si vous groupez d'un côté les mesures qui sont destinées à empêcher quelque chose d'arriver et les mesures qui sont destinées à traiter quelque chose qui a déjà eu lieu, vous commencez à voir apparaître les deux dimensions d'une matrice. La dimension préventative essentiellement contrôle un petit peu la probabilité que quelque chose vous arrive. Ce sont les mesures qui sont destinées à empêcher que cela se produise. La dimension mitigative contrôle un petit peu la dimension impact de la matrice, c'est-à-dire elle est destinée à gérer quelque chose qui a déjà eu lieu. Vous retrouvez la structure de base, au moins théorique, d'une forme de matrice de risque. Je préfère parler de matrice de protection parce que fondamentalement, à mon avis, c'est ce qu'on mesure, la profondeur de la protection que vous avez en place. Il n'y a pas de recette magique autour de la cybersécurité. Le ransomware, vous n'allez pas vous en protéger uniquement en déployant les pages de sécurité de façon efficace. Il faut également former vos collaborateurs pour qu'ils ne cliquent pas sur des liens indésirables. Il faut filtrer vos emails le plus possible en amont pour essayer de détecter et de retirer les attachements douteux. Il vous faut vous assurer que votre poste de travail est également protégé, que la protection du poste de travail est gardée à jour, etc., etc., etc. On peut continuer comme ça. Il vous faut vraiment agir à tous ces niveaux pour avoir une protection efficace. Pour rester sur un exemple de ransomware. Donc, c'est cette profondeur qu'il faut mesurer et en séparant les mesures préventatives, les mesures mitigatives, vous arrivez à mieux calibrer le niveau de protection réel que vous portez. J'ai utilisé un cadre de couleurs que j'ai délibérément gardé un petit peu à l'écart du rouge et du vert et du jaune qu'on utilise plutôt sur des matrices de risque. J'ai utilisé un code couleur un peu différent. Évidemment, les zones sur la matrice 4K sont arbitraires. Vous les fixez vous-même en fonction de votre risque, de votre appétit, de votre risque appetite, encore une fois, pour rester sur un terme anglais, et bien entendu en fonction de votre pratique et de votre culture autour de ces choses-là et de comment vous fonctionnez. Mais fondamentalement, vous allez arriver à positionner les différents scénarios de risque sur cette matrice et votre niveau de protection. Encore une fois, on pourrait parler de matrice de risque technologique, puisque les deux dimensions, de fait, peuvent être associées à des dimensions de probabilité et d'impact. Je préfère parler de matrice de protection et laisser le concept de matrice de risque dans les mains de votre business. Là, on retrouve une matrice de risque que vous reconnaîtrez sans doute. En vertical, le business impact, que vous déterminez par des méthodes de BIA assez classiques, comme vous le faites probablement déjà au sein de votre pratique. Vous serez probablement habitué à voir dans la dimension horizontale, un concept de fréquence, un concept de probabilité. Je pense que c'est plus riche dans le cadre du risque technologique de rattacher cette dimension horizontale à ce qu'on vient de voir juste avant, au niveau de protection que vous avez réellement en place. Encore une fois, ça nous ramène à ce que je disais au début. Pour bien comprendre le risque que porte votre business, il vous faut absolument comprendre comment vous vous protégez. Vous ne pouvez pas dissocier une appréciation du risque du niveau réel de protection que vous avez en place. Donc, en combinant ces deux méthodes, en fait, ces deux visualisations, vous arrivez, à mon avis, à positionner le risque business de façon plus fine, et vous arrivez à positionner chacun des trois scénarios de risque que j'ai là, vous arriverez à le positionner dans une des 16 cases de la matrice 4-4 dans ce cas-là. Encore une fois, toutes ces choses, il faut que vous les ajustiez vous-même à votre culture autour du risque, à votre façon de fonctionner, à votre appétit, en fait, pour toutes ces choses-là. Là, par exemple, la zone verte est relativement grande, vous pourriez en avoir une beaucoup plus réduite, même chose pour la zone rouge, etc. Et vous pourriez décider d'avoir 5 zones au lieu de 4. Toutes ces choses-là, à mon avis, doivent être mises en place en fonction de votre propre culture autour de ça, de votre propre pratique et de votre propre appétit et du niveau de détail que vous voulez avoir en place. Mais encore une fois, en reliant le concept en reliant votre matrice de risque business, celle-là, qui doit être très proche de celle que vous opérez au jour d'aujourd'hui, en reliant ça au concept de matrice de protection dont on parlait sur la slide d'avant, vous arrivez, à mon avis, à une mesure plus fine du réel niveau de risque technologique que vous portez. Et pour revenir
très rapidement sur cette slide-là, vous avez également un concept quantitatif ici que vous pouvez mettre en œuvre. Parce que comme ces mesures sont directement liées au niveau de protection mesurées par le plan de contrôle et que vos politiques, vos procédures et vos standards sont liés aussi au risque technologique, vous allez être en mesure de dire si je mets en œuvre tel projet, tel groupe de mesures, si je mets ces choses-là en œuvre, alors mon score va évoluer de telle façon et donc ma position sur la matrice de protection va également évoluer de cette façon. Et vous pouvez même à l'envers dire voilà ce qu'il faut que je fasse pour atteindre la zone verte qui me permettra ensuite, du point de vue du risque business, de passer dans l'autre colonne. Bon, j'arrête. Je pense que c'est probablement déjà un petit peu trop touffu. Je serai bien sûr disponible après la présentation et au niveau du panel pour répondre à toutes les questions que vous avez. Je conclus. Si j'essaye de résumer un petit peu le cœur de ce dont je viens de vous parler, si on repart du début de cette présentation, un langage clair, à mon avis, c'est la clé, orienté vers l'action, pour créer des valeurs de transparence et de confiance et de faire collaborer tous les acteurs en transverse. Je pense que c'est la clé. Vous n'allez pas arriver à déterminer le niveau de risque technologique que votre entreprise porte si vous n'arrivez pas à faire travailler les acteurs en transverse, si vous continuez à travailler en silo. Donc un langage clair, orienté vers l'action, qui va créer ce sentiment de transparence et de confiance. Les trois articulations du plan de contrôle, du cadre de protection avec les scénarios de risque technologique, ce qui vous permet de développer, comme on l'a vu, une métrique et derrière tout ça, une approche quantitative en termes d'action et en termes de stratégie de réduction du risque. Merci à tous et comme je vous le disais, je serai bien sûr disponible pour répondre à toutes les questions après cette présentation ou au niveau du panel. Nous avons enregistré la présentation pour des besoins pratiques, mais je suis en ligne évidemment pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir.